Certaines histoires restent enfouies dans le cœur pendant des décennies, comme des trésors cachés que l'on garde en silence. Aujourd'hui, à 81 ans, j'ai enfin trouvé le courage de partager le secret qui a changé ma vie à jamais. Préparez-vous, ce que je vais vous raconter pourrait être le scénario d'un film. Je m'appelle Marie-Claire Dubois. 81 ans. Je n'avais jamais imaginé raconter cette histoire à quelqu'un. Pendant presque 6 décennies. J'ai gardé ce secret si profondément que parfois je me demandais moi-même si tout cela s'était réellement passé ou si ce n'était qu'un rêve lointain de jeunesse. Mais les cicatrices qu'il a laissées en moi sont trop réelles pour n'être que des songes. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Je suis née à Saint-Flour, dans le Cantal, en 1943. Nous étions 8 frères et sœurs. Et j'étais la 5e fille de Jacques, un agriculteur qui cultivait la terre, et de Solange, ma mère, couturière, qui aidait à subvenir aux besoins de la maison pendant les périodes difficiles qui frappaient notre région. À cette époque, une fille de famille pauvre avait 2 destins, se marier jeune ou travailler comme domestique jusqu'à ne plus pouvoir. Mais moi, j'ai toujours rêvé autrement. J'étais têtue, disait mon père. Et les habitants murmuraient que j'étais l'une des plus jolies filles du village. Mes cheveux noirs cascadaient dans mon dos, et mes yeux bruns, hérités de ma grand-mère, semblaient observer le monde avec curiosité. Malgré les avances de plusieurs jeunes hommes, je restais réservée. J'avais vu ma mère vieillir prématurément, accablée par tant d'enfants et de travail, et je me promettais un destin différent. Une fille trop rêveuse pour cette terre dure, disait ma mère quand elle me surprenait à lire les quelques livres que nous pouvions emprunter auprès de Madame Dumont, la professeure, la seule qui croyait que je pourrais aller au-delà de ces terres. Mon père finit par me trouver un emploi dans la seule pharmacie du village, la pharmacie Saint-Joseph, tenue par Monsieur Arnaud. Pour moi, c'était comme gagner à la loterie. Je travaillais du lundi au samedi, de 7h du matin à 17h, gagnant un salaire minimum que je mettais soigneusement de côté dans une boîte de confiture cachée sous le plancher de la chambre que je partageais avec mes 3 sœurs. Je rêvais d'étudier un jour pour devenir infirmière à Clermont-Ferrand. La pharmacie se trouvait sur la place centrale, face à l'église Saint-Pierre. Petit mais essentiel pour la communauté. Chaque matin, je balayais le sol, nettoyais les étagères et servais les clients derrière le comptoir, aidant Monsieur Arnaud à préparer les médicaments. Janvier 1962 fut le mois le plus froid dont je me souvienne. Et la neige recouvrait tout, et le lac gelé reflétait la lumière pâle du soleil d'hiver. À cette époque, il n'y avait pas de chauffage central comme aujourd'hui. Dans la pharmacie, la seule chaleur venait du petit poêle à bois que Monsieur Arnaud allumait chaque matin. C'est par un après-midi glacial, quand le froid semblait coller à ma peau comme du miel figé, que la clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un client. J'étais occupée à réorganiser les médicaments par ordre alphabétique, une tâche que Monsieur Arnaud m'avait confiée parce qu'il disait que j'avais une belle écriture, digne d'une petite institutrice. Quand j'ai levé les yeux, le temps sembla s'arrêter. Il ne semblait pas appartenir à ce lieu, à ce village. Grand, large d'épaules, cheveux sombres coiffés en arrière avec de la brillantine, il portait un pantalon de ville et une chemise blanche à manches longues malgré le froid. Ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux, verts comme les feuilles de tilleul au printemps. On avait l'impression qu'il me regardait à travers moi, pas seulement vers moi. L'étranger s'approcha du comptoir, tandis que Monsieur Arnaud s'affairait au fond de la pharmacie. Et elle se présenta. Je m'appelle Antoine Moreau. Je suis de passage au village pour régler quelques affaires en suspens. Et j'aurais besoin d'un remède pour un mal de tête. Ce doit être le froid, répondis-je timidement, en évitant son regard troublant. Il sourit, un sourire qui fit battre mon cœur comme un cheval au galop. Les étrangers souffrent toujours de notre hiver au Cantal. Et dites-moi, les jeunes filles d'ici sont-elles toujours aussi belles que vous ? Son accent était différent, posé, cultivé. Je sus plus tard qu'il avait étudié dans des séminaires à Paris, mais à ce moment-là, je pensais seulement qu'il devait être un homme de la capitale, peut-être un docteur. Dans nos campagnes, un homme en chemise blanche impeccable et chaussures lustrées ne pouvait être qu'un docteur ou un politicien. Dans les jours qui suivirent, Antoine revint à la pharmacie avec des excuses de plus en plus improbables, une pommade pour une brûlure imaginaire, une crème pour les mains gercées, des questions sur des vitamines pour la vitalité. À chaque visite, il s'attardait davantage au comptoir, discutant avec moi pendant que Monsieur Arnaud servait d'autres clients ou préparait des formules au fond de la pharmacie. Antoine avait 20 ans. Et elle venait d'une famille traditionnelle de Lyon. Et elle parlait de livres que je n'avais jamais lus, de lieux que je n'aurais jamais imaginés. Et elle me confiait qu'il traversait une période de transition dans sa vie, attendant de prendre un nouveau poste professionnel. Je buvais chacun de ces mots comme un voyageur perdu dans la montagne trouvant une source d'eau fraîche. 2 semaines après notre première rencontre,
Antoine m'invita à une promenade après mon travail. J'hésitais. Je connaissais bien les règles non écrites de mon village. Une jeune fille convenable ne sort pas seule avec un homme, encore moins avec un étranger. Mais il y avait quelque chose en lui, un mélange de mystère et de gentillesse, qui me donnait envie de tout risquer. Je mentis à ma mère, disant que je faisais des heures supplémentaires à la pharmacie pour aider Monsieur Arnaud avec l'inventaire. C'était la première fois que je lui mentais, et je ressentis un frisson dans le ventre, non seulement à cause du mensonge, mais aussi à cause de l'audace de ce que j'étais sur le point de faire. Que Dieu me pardonne, pensais-je, en ajustant la seule jolie robe que j'avais, une robe bleu clair en coton, cousue par ma mère pour les dimanches de messe. Nous nous retrouvâmes sur le parvis de l'église, derrière les grands tilleuls qui donnaient de l'ombre aux bancs. Antoine suggéra de marcher jusqu'à une vieille grotte dans la montagne, un endroit rarement fréquenté, surtout en hiver. Le chemin était escarpé et couvert de neige, garantissant que peu de personnes s'y aventureraient à 3 heures de l'après-midi. Pendant la marche, il me raconta des histoires de Paris, parla de ses voyages en Europe, mentionna qu'il avait étudié la philosophie et la théologie. À l'époque, je trouvais cela étrange, mais je me disais qu'il devait être professeur ou écrivain. Il semblait savoir tant de choses sur tant de sujets. Sa conversation me faisait à la fois me sentir ignorante et privilégiée, comme si, parmi tous les habitants du village, il avait choisi de me parler à moi seule. Dans la grotte, assis sur une pierre plate surplombant le petit village en contrebas, Antoine prit ma main pour la première fois. Ce simple contact parcourut tout mon corps d'un frisson, comme un éclair qui me traversait de la tête aux pieds. Il parlait de la beauté de la nature, de la perfection divine qu'elle reflète, et de certaines rencontres qui semblaient écrites à l'avance. Dieu met des gens sur notre chemin pour une raison, Marie-Claire, disait-il, ses yeux verts plongés dans les miens. Depuis que je t'ai vu, j'ai senti qu'il existait un dessein plus vaste. Quand il m'embrassa, le monde autour de nous disparut. Il n'existait plus que nous deux, la grotte et cet instant suspendu. Je n'avais jamais été embrassée auparavant. Dans les feuilletons radiophoniques que j'écoutais en cachette, les baisers étaient toujours décrits comme des feux d'artifice. Ce que je ressentis pourtant était différent, une chaleur douce et lente, qui partait de mes lèvres et se répandait comme du miel dans tout mon corps, dissolvant toute résistance. Ce fut le début d'une romance secrète qui dura presque 3 mois. Nous nous retrouvions 3 fois par semaine, toujours dans des lieux isolés, la grotte, un belvédère sur la montagne, les ruines d'une vieille ferme sur la route de Riom. Antoine prenait soin de ne jamais nous montrer ensemble dans le village. Il me disait que nous devions rester discrets, sa situation était compliquée. Il pourrait bientôt assumer notre relation, mais devait régler certaines affaires avant. Naïve et amoureuse, je croyais chacun de ces mots comme un évangile entendu à la messe du dimanche. Lors de nos rencontres, il apportait des livres de poésie, me lisait Polar et Aragon, m'enseignait l'art et la musique classique. Parfois, il amenait une bouteille de vin rouge, que je n'avais jamais goûté, et qui me faisait me sentir plus adulte et sophistiquée. Avec lui, je découvrais le monde, mon esprit s'ouvrait, mon cœur s'élargissait. C'était comme si j'avais vécu dans un désert et que soudain on m'avait montré la mer, révélant la beauté immense de ce qui m'entourait. La romance dépassa bientôt les baisers et les conversations. Une nuit de mars particulièrement claire, sous la pleine lune éclairant les ruines de la vieille ferme sur la route de Riom, je me suis donnée à lui entièrement, persuadée que nous étions destinés l'un à l'autre. À cette époque, céder avant le mariage était considéré comme la pire faute pour une jeune fille, pire encore que de tomber enceinte hors mariage. Mais j'étais aveuglée par l'amour. Je croyais que nous allions nous marier bientôt. Il parlait de notre avenir, de Paris, de la vie que nous construirions ensemble, de la manière dont il prendrait soin de moi, de combien j'étais unique. « Tu as une âme pure, Marie-Claire, disait-il, caressant mon visage avec douceur. Une pureté qui, selon lui, me rapprochait de Dieu comme jamais auparavant. Pendant ce temps, le village commentait l'arrivée du nouveau curé qui remplacerait le vieux père Bernard, transféré à Clermont-Ferrand pour raison de santé. On disait que l'évêque avait désigné un jeune prêtre récemment ordonné, formé à Rome, pour prendre en charge la paroisse de Saint-Flour. J'entendais les commentaires à la pharmacie, mais mon monde intérieur était entièrement occupé par mon amour secret. L'Église ne figurait même pas dans mes préoccupations quotidiennes. Je continuais à assister à la messe le dimanche uniquement pour maintenir les apparences et éviter les soupçons de ma mère. Un après-midi d'avril, alors que je servais au comptoir, je me sentis soudain mal. Étourdie et nauséeuse, je dus m'asseoir sur le banc derrière le comptoir. Monsieur Arnaud, inquiet, insista pour que je rentre me reposer. Sur le chemin, une voisine plus âgée, Madame Joséphine, ancienne sage-femme de longue expérience, me regarda avec des yeux pleins de savoir. « Tu es différente, ma petite, dit-elle.
Cette fatigue, je l'ai vue tant de fois. Tu as du retard, demanda-t-elle sans détour, faisant référence à mes règles. Ce fut comme si un cheval m'avait donné un coup de sabot en plein cœur. Je calculai mentalement et réalisai que je n'avais pas eu mes règles depuis presque 2 mois. J'étais tellement absorbée par mon amour que je n'avais même pas remarqué. Cette nuit-là, je ne parvins pas à fermer l'œil. Je restai allongée, fixant les poutres du plafond, réfléchissant à la manière dont j'annoncerais la nouvelle à Antoine, imaginant sa réaction. Une partie de moi était terrifiée, la honte que j'apporterais à ma famille, ce que diraient les gens, l'avenir que j'avais rêvé et qui semblait désormais glisser entre mes doigts comme de l'eau. Mais une autre partie éprouvait une étrange joie. Cet enfant serait la preuve de notre amour, la raison pour laquelle Antoine révélerait enfin notre relation et nous emmènerait loin, comme il me l'avait promis tant de fois. Le lendemain, j'envoyai un message à notre point de rendez-vous habituel, demandant à Antoine de me rencontrer en urgence. J'étais déterminée à lui parler de la grossesse et à discuter de nos prochaines étapes. J'imaginais que nous devrions peut-être fuir à Clermont-Ferrand ou même à Paris. J'étais prête à tout affronter, pourvu que nous restions ensemble. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Ce matin-là, au lieu de me rendre au rendez-vous, ma mère me traîna à l'église paroissiale. C'était le jour de la présentation officielle du nouveau curé à la communauté, et tout le village serait présent. « Tu ne peux pas manquer la messe de bienvenue du nouveau curé », disait ma mère en ajustant son foulard. « Et toi, tu as besoin de prière, petite distraite, la tête dans les nuages avec tes cernes. » Je protestai, inventai des excuses, prétendis ne pas me sentir bien, mais ma mère resta inflexible. « Une bénédiction du nouveau curé est ce dont tu as besoin pour chasser cette pâleur, » insista-t-elle, tenant mon bras avec la force implacable des mères de la campagne. L'église était bondée, des gens debout dans les allées, des enfants assis par terre, tous impatients de voir le remplaçant du père Bernard. Je m'assis au fond, agitée, ne pensant qu'à une seule chose, comment m'échapper pour retrouver Antoine et lui annoncer la nouvelle qui changerait nos vies. L'évêque du diocèse, un homme âgé et solennel, se dirigea vers l'autel pour la présentation. La congrégation se tut lorsque sa voix posée et autoritaire résonna, arrêtant même les enfants dans leurs mouvements. « Mes chers fidèles de Saint-Flour, c'est avec une grande joie que je vous présente le nouveau pasteur de cette paroisse, directement du séminaire Saint-Sulpice à Paris, où il a terminé ses études avec distinction. Un jeune homme de grande connaissance théologique et spirituelle, qui guidera ce troupeau avec sagesse et dévotion. Le père Antoine Moreau. » Mon monde s'écroula. Quand je le vis apparaître à l'autel, vêtu de sa soutane noire et de son étole verte, je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Là se tenait Antoine, l'homme que j'aimais, le père de l'enfant que je portais, présenté comme le nouveau curé de Saint-Flour. Je dus m'accrocher au banc devant moi pour ne pas tomber. Ma mère, à mes côtés, remarqua ma pâleur soudaine. « Maria, ma petite, tu te sens mal » chuchota-t-elle, inquiète. Je ne pus répondre. Mes yeux étaient fixés sur l'autel où Antoine, ou plutôt le père Antoine, s'adressait aux fidèles avec la même douceur qu'il avait lorsqu'il me récita des poèmes d'amour dans la grotte. Sa soutane noire lui donnait une prestance imposante et ses yeux verts parcouraient la congrégation avec une sérénité que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant un instant, nos regards se croisèrent. Ce fut si rapide que personne d'autre ne sembla le remarquer, mais pour moi, chaque seconde s'étira à l'infini. Je vis la panique dans ses yeux, suivie d'une indifférence glaciale que je n'oublierai jamais, comme si je n'étais qu'une silhouette parmi les centaines de fidèles présents. « Je dois sortir » murmurai-je à ma mère en me levant, chancelante. « Pas maintenant, petite, ce serait un manque de respect » gronda-t-elle en me retenant. Je restai donc prisonnière de ce cauchemar, écoutant chaque mot qu'il prononçait sur sa joie de servir la communauté de Saint-Flour, sur sa formation à Paris et son ordination récente à Rome. Chaque phrase me transperçait le cœur. Les dernières semaines défilaient dans mon esprit comme un film, avec une clarté douloureuse, ses insistances sur le secret, ses allusions à la théologie, les transitions de sa vie qu'il évoquait, les lieux isolés où nous nous retrouvions. Quand la messe se termina enfin, je quittai l'église comme si je fuyais un incendie, ignorant les appels de ma mère et courant dans les rues pavées sans but, le seul désir de m'éloigner de cette église, de cette vérité étouffante. Je finis par arriver au lac, gelé par un hiver prolongé. Je m'assis sur une pierre au bord de l'eau et pleurai comme jamais auparavant. Je pleurais pour l'amour que je croyais vrai, pour l'enfant que je portais, pour l'avenir que j'avais imaginé et qui se désintégrait comme de la poussière emportée par le vent sous un ciel impassible. Il était presque nuit quand je rentrai chez moi. Ma mère m'attendait à la porte, son chapelet enroulé autour des doigts, le visage marqué par l'inquiétude. « Où étais-tu passée, petite »
Sortir de l'église ainsi. Quel manque de respect! Qu'en penseront les voisins? Laisse-moi, maman, murmurai-je en filant directement dans ma chambre, feignant de dormir quand mes sœurs entrèrent. Je savais que je devais retrouver Antoine, le père Antoine, et le confronter. Mais comment? Un prêtre ne se promène pas seul avec de jeunes filles, et encore moins ne reçoit de visite privée d'une jeune fille célibataire. Le lendemain matin, avant l'aube, je me levai et vomis derrière le pommier dans la cour. Les nausées matinales devenaient de plus en plus fréquentes, et bientôt, je ne pourrais plus dissimuler mon état. Je me rendis à la pharmacie comme si de rien n'était, mais intérieurement, je bouillonnais de colère, de peur et de confusion. Monsieur Arnaud remarqua ma distraction lorsque je me trompais pour la 3e fois en comptant les comprimés d'aspirine. « Tu as la tête où, petite ?» demanda-t-il. « Au ciel » murmurai-je. Au moment où Monsieur Arnaud sortit à l'heure du déjeuner, il apparut. Non pas l'Antoine que je connaissais, mais le père Antoine, en soutane et col blanc. La clochette de la porte annonça son entrée, et mon cœur faillit s'arrêter. « Marie-Claire » dit-il d'une voix calme, maîtrisée, comme quelqu'un qui choisit soigneusement ses mots. « Pouvons-nous parler ?» Il se souvenait de mon nom. Il avait été présenté à tout le village la veille et ne m'avait même pas remarqué. « S'il te plaît, baisse la voix » implora-t-il en regardant nerveusement vers la porte. « Nous ne pouvons pas attirer l'attention. » Attirer l'attention, répétai-je, incrédule. Père, ne pensez-vous pas qu'il est déjà un peu tard pour cette prudence? J'attends un enfant de vous. Il pâlit et s'agrippa au comptoir comme si ses jambes venaient de le lâcher. Tu es sûr? Demanda-t-il enfin d'une voix presque éteinte. Absolument point de moi sans règle. Des nausées chaque matin. Madame Joséphine la devinait rien qu'en me regardant. Il ferma les yeux et inspira profondément. Quand il les rouvrit, une froideur glaça son visage. Tu comprends ce que cela signifie? Je viens d'être ordonné. C'est mon premier poste comme curé. J'ai toute une carrière devant moi. Et moi? Et notre enfant? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ma voix tremblait. Marie-Claire, sois raisonnable. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur, un moment de faiblesse. J'étais effrayée par la responsabilité du sacerdoce. Je doutais de ma vocation. Tu es apparu comme une tentation et j'ai échoué. Chaque mot était une gifle. Tentation. Erreur. Faiblesse. Où était l'homme qui parlait d'amour éternel, de destin, d'âme liée par un dessein divin? Tu m'as trompé, l'accusai-je, les larmes coulant librement. Je n'ai pas tout inventé, répondit-il à voix basse. Je tiens vraiment à toi, Marie-Claire. C'est pour ça que je veux t'aider. Je peux te donner de l'argent. Une adresse à Clermont-Ferrand où tu pourras régler cette situation. Ensuite, tu pourras recommencer ailleurs où personne ne te connaît. Il me fallut quelques secondes pour comprendre. Quand je saisis enfin. Un dégoût si profond me souleva le cœur. Tu me demandes de tuer notre enfant, soufflai-je, horrifié. S'il te plaît, comprends. C'est la seule solution. Et si cela se sait, nous sommes tous les deux ruinés. Ta réputation, mon sacerdoce. Sors. Ma voix claqua. Sors maintenant. Marie-Claire, s'il te plaît. Dehors. Il me lança un dernier regard, mélange de désespoir et de détermination, puis sortit rapidement. Dès que la porte se referma, je m'effondrai sur le sol, serrant mon ventre où grandissait la seule vérité au milieu de tant de mensonges. Les jours suivants, je vécus dans un limbe d'indécision et de peur. Chaque matin, je luttais pour cacher mes nausées à ma famille. Chaque nuit, dans l'obscurité, j'imaginais ce qu'il adviendrait quand mon ventre commencerait à grossir, quand je ne pourrais plus cacher la vérité. Une semaine après la confrontation à la pharmacie, une lettre anonyme arriva sur le seuil de la maison. Dans l'enveloppe, un billet de train pour Clermont-Ferrand et une somme d'argent que je n'avais jamais vue réunie. Pas de message. Mais je savais. Je pris l'argent et le billet et les jetai dans le feu qui chauffait les haricots sur le poêle. Cette nuit-là, je pris ma décision. Je ne partirai pas. Je n'arrangerai rien. J'affronterai les conséquences de front, avec le courage têtu que mon père disait que j'avais. Le dimanche suivant, j'allai à la messe comme toujours. Je m'assis au premier rang, le regard fixé sur lui pendant qu'il célébrait. Nos yeux se croisèrent plusieurs fois. À chaque fois, c'était lui qui détournait le regard, troublé par ma présence. Après la messe, quand les fidèles s'approchaient pour saluer le nouveau curé, je me glissai dans la file. Quand vint mon tour, je lui serrai la main fermement. « J'ai besoin d'une confession, mon père, » dis-je assez fort pour que tout le monde entende. « J'ai un péché grave à confesser. » Je vis la peur dans ses yeux. « Bien sûr, mon enfant, le confessionnal est disponible après avoir reçu tous les fidèles. »« Merci, Père Antoine, » répondis-je d'une voix douce. « C'est à propos d'un homme qui m'a séduite en promettant le mariage,
et qui refuse aujourd'hui même de me reconnaître, alors que je porte son enfant. Un murmure parcourut l'assemblée. Je vis son visage perdre toute couleur. Les confessions sont privées, Marie-Claire, dit-il d'un ton ferme, mon prénom claquant comme un rappel cruel qu'il savait exactement qui j'étais. Mais le péché, lui, était public, n'est-ce pas, mon père ? Vous nous répétez toujours dans vos sermons que nous devons assumer nos responsabilités devant Dieu. Je m'éloignai avant qu'il ne trouve une réponse, laissant derrière moi un cercle de dévotes choqués, leur chapelet tremblant entre les doigts. Ce n'était que le début de la guerre que j'avais décidé de mener. La semaine suivante, Saint-Flour bouillonnait de rumeurs. Je n'avais pas prononcé son nom, mais mes paroles avaient planté la graine du doute. Les regards se posaient sur moi, mêlés de curiosité et de méfiance. Mon père finit par m'appeler dans la cour, loin des oreilles de ma mère et de mes sœurs. « C'est vrai, Marie-Claire » demanda-t-il sans détour. « Que tu attends un enfant ?»« Oui, papa. » Et le père ne veut pas l'assumer. Il resta silencieux longtemps, alluma sa pipe, contempla le ciel. « Monsieur Arnaud est venu me parler aujourd'hui. Il dit que tu ne peux plus travailler à la pharmacie. Il a peur de ce que les clients vont penser. » Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. La pharmacie était ma seule indépendance, mon seul avenir à moi. « Je comprends, » murmurai-je. « C'est le curé, n'est-ce pas » lança-t-il brusquement. Je levai les yeux, figé de stupeur. Il hocha lentement la tête. « J'ai vu ton visage quand il a été présenté à l'église. J'ai vu comment tu as fui. Et maintenant, ces rumeurs. Je ne suis pas instruite, Marie-Claire, mais je ne suis pas aveugle. » Je ne répondis pas. Je baissai la tête. « Alors c'est ça » souffla-t-il. « Un curé. » Il cracha sur la terre sèche. « Ces hommes qui prêchent la parole de Dieu mais ne la suivent pas, ce sont les pires pécheurs. »« Qu'est-ce que je vais faire, papa ?» demandai-je d'une voix étranglée. « Je ne sais pas, ma fille. Mais je sais une chose, tu ne partiras pas. Tu es du sang de mon sang. Et cet enfant aussi. Nous affronterons ça ensemble. » Je me jetai dans ses bras, sanglotant sans retenue. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis le poids s'alléger un instant. Le lendemain, le père Antoine apparut à notre porte. Ma mère faillit défaillir de stupeur en voyant le curé sur le seuil de notre maison de bois. « Je suis venu parler à Marie-Claire » annonça-t-il solennellement. Mon père surgit derrière elle, le regard dur comme la pierre. « Vous pouvez parler à toute la famille, mon père. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Le prêtre hésita, mal à l'aise. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que chacun l'entende. « Je suis venu offrir une aide spirituelle à Marie-Claire, dans ce moment difficile, dit-il enfin. L'Église n'abandonne pas ses enfants, même dans l'erreur. » Une erreur, répéta mon père en avançant d'un pas. « De quelle erreur parlez-vous, mon père » demanda mon père d'une voix calme mais tranchante. « La situation de votre fille, répondit-il sans oser me regarder. « Et comment savez-vous de cette situation » reprit mon père en avançant d'un pas, son ombre se projetant sur lui. Je vis, à ce moment précis, le déclic dans les yeux d'Antoine. Il comprenait le piège. Comment pouvait-il savoir que j'étais enceinte si je n'avais rien confessé et si ma famille était restée muette ? Des rumeurs, balbutia-t-il. Le village est petit. Très petit, en effet, acquiesça mon père, la voix soudain plus dure. Si petit que tout le monde veut savoir qui est l'homme qui a mis ma fille enceinte et qui refuse d'assumer. Vous ne sauriez pas qui c'est, mon père ? Le silence qui suivit me parut assourdissant. Ma mère regardait l'un puis l'autre sans comprendre. Mes sœurs chuchotaient au fond de la pièce. Et moi, debout au centre, je sentais mon monde s'effondrer et se reconstruire dans la même respiration. « Je ne sais rien de tout cela » finit par dire le prêtre. « Je viens seulement offrir du réconfort spirituel. » « Nous n'avons pas besoin de votre réconfort » coupa mon père. Et sa voix avait ce ton qui ne tremble jamais. Marie-Claire a le soutien de sa famille. Quant au père de l'enfant, Dieu sait qui c'est et il lui demandera des comptes en temps voulu. Le père Antoine quitta notre maison vaincu, les épaules voûtées sous le poids de sa soutane noire. En refermant la porte derrière lui, mon père se tourna vers moi. « Il va essayer encore » dit-il simplement. « Des hommes comme lui essaient toujours de s'en sortir. Sois prête. » Et j'étais prête. Je n'étais plus seulement en train de me battre pour moi-même, mais pour l'enfant qui grandissait dans mon ventre, et pour la vérité qu'un représentant de Dieu ne pourrait pas cacher éternellement. À mesure que mon ventre s'arrondissait, l'espace autour de moi rétrécissait. Saint-Flour, qui m'avait toujours semblé trop petit pour mes rêves, devenait étouffant. Les rues pavées de mon enfance se transformaient en champs de mines, regards accusateurs, chuchotements mal dissimulés. Mais 1962 arriva avec sa pluie inattendue, un soulagement pour l'hiver tardif mais pas pour ma situation.
À 3 mois de grossesse, les signes devenaient visibles. Les nausées du matin, l'absence de règles, tout se voyait. Ma mère, qui jusque-là niait l'évidence, finit par me confronter un après-midi, alors que nous frottions le linge dans le bassin de la cour. C'est vrai, ce que ton père dit? Tu attends un enfant? Ses mains ridées s'acharnaient sur un drap blanc comme si elles voulaient effacer la tache que j'avais laissée sur la famille. C'est vrai, maman, répondis-je en gardant le menton levé, bien qu'à l'intérieur je tremblais comme une feuille. Elle cessa de frotter. Le savon glissa entre ses doigts. Quand elle parla enfin, sa voix venait de très loin. Et ce que ton père a dit à propos du curé, c'est vrai aussi? Mon silence fut ma réponse. Elle replongea le drap dans l'eau, puis fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle s'agenouilla sur le sol de terre battue et commença à prier à haute voix, demandant à Dieu de pardonner mes péchés et de punir le faux pasteur qui avait égaré une de ses brebis. Maman, s'il te plaît, lève-toi, implorai-je, gênée par cette scène. Une fille à moi, enceinte d'un prêtre, se lamenta-t-elle toujours à genoux. Quelle honte, Marie-Claire! Quelle honte! Qu'est-ce que les voisins vont penser? Comment vais-je regarder le visage de notre Seigneur au jour du jugement? À cet instant, je compris que ma mère se préoccupait davantage du jugement des autres que de ma douleur. Ses valeurs, forgées dans une société implacable envers les femmes comme moi, l'empêchaient de voir au-delà de la honte que je représentais. Contrairement à mon père qui, malgré le choc initial, restait à mes côtés, solide et silencieux. Le dimanche suivant, je décidai malgré tout d'assister à la messe comme je l'avais toujours fait. J'enfilai ma seule robe convenable, une pièce en coton bleu déjà trop étroite à la taille, et partis avec ma famille. Dès que nous franchîmes la porte de l'église, le brouhaha des fidèles se mua en un silence coupant. Tous les regards convergèrent vers moi, mélange de curiosité froide et de reproches muets. Nous prîmes place là où nous nous asseyions d'ordinaire. Je sentis aussitôt le regard pesant de ma mère sur ma nuque, comme si elle attendait que je me lève, que je parle, que j'avoue. Je fixai l'autel, immobile, jusqu'à ce que le père Antoine apparaisse. Son homélie porta sur la faute et le pardon, sur la possibilité d'un salut offert aux âmes perdues. À un instant, ses yeux croisèrent les miens, et derrière sa soutane je revis fugitivement l'homme qui murmurait des poèmes sous les nuits d'Auvergne. Quand la célébration s'acheva, Madame Raymond, la couturière influente du bourg, s'approcha. Elle s'adressa à ma mère comme si je n'existais pas. « Solange, dit-elle, il serait préférable que ta fille cesse de venir à l'église. Elle trouble l'assemblée. Quand les choses seront réglées, elle pourra revenir. » Ma mère, honteuse, baissa les yeux. Mon père, d'ordinaire réservé, répliqua d'une voix ferme. Ma fille entrera dans la maison de Dieu quand bon lui semblera. Et si certains se sentent distraits, c'est leur faiblesse, pas la sienne. Nous sortîmes ensemble, la tête haute. Ce fut pourtant ma dernière messe à Saint-Flour. Non à cause des mots de Madame Raymond, mais parce que je compris que ce lieu ne m'offrait plus ni paix ni refuge. La foi qu'on m'avait inculquée depuis l'enfance ne semblait tolérer aucune place pour une femme comme moi. La nouvelle de ma grossesse se propagea aussitôt, comme seules savent le faire les rumeurs dans un petit village. En juin, mon ventre commença à s'arrondir et je fus officiellement mise à l'écart. Les camarades d'enfance traversaient la rue pour éviter de me saluer. Au marché, certaines vendeuses prenaient mon argent du bout des doigts, d'autres refusaient même de le toucher comme si j'étais contagieuse. Privée de mon emploi à la pharmacie, je restai à la maison, occupant mes mains de couture grâce aux travaux que ma mère parvenait à m'obtenir. « Puisque tu gardes cet enfant, tu devras travailler 2 fois plus, disait-elle en me tendant des draps à repriser. Juillet apporta un bouleversement inattendu. L'évêque de Clermont-Ferrand arriva à Saint-Flour, alerté par des murmures concernant le nouveau curé. Pendant 3 jours, il consulta les notables, le maire, le médecin, le commissaire et les matriarches des grandes familles. À la fin de sa visite, notre famille fut convoquée au presbytère. Mon père, fidèle à ses principes, déclara aussitôt que je n'irais pas. « Ils veulent étouffer l'affaire, déclara mon père en tirant sur sa pipe. Ils tenteront d'acheter notre silence ou de nous intimider. J'irai seul. » Non, j'y vais aussi, lançai-je avant même d'y réfléchir. Les mots m'échappèrent, mais je les assumai aussitôt. C'est mon histoire, c'est celle de mon enfant. Il me fixa longuement, puis inclina la tête, presque imperceptiblement. Au presbytère, on ne nous mena pas dans le salon des visiteurs, mais directement dans le bureau du curé. Une pièce nue, glaciale, dominée par une croix de bois accrochée derrière un grand bureau. L'évêque nous attendait déjà. Un homme massif, cheveux gris, regard dur. À ses côtés, debout, le père Antoine semblait rapetissé, vidé de toute assurance. « Asseyez-vous, ordonna l'évêque d'une voix sèche, désignant 2 chaises.
Le silence s'alourdit, rythmé seulement par le tic-tac d'une horloge et le chant d'un coq au dehors. Nous devons régler une situation délicate, commença-t-il. On m'a rapporté que votre fille, Monsieur Jacques, accuse le père Antoine. Ma fille n'accuse personne, Excellence, répondit calmement mon père. Elle dit seulement attendre un enfant, et que l'homme qui l'a mise dans cette situation refuse d'assumer. Les yeux de l'évêque se plissèrent. Pourtant, les rumeurs désignent le père Antoine. Comprenez-vous la gravité de ces soupçons? Ce que je comprends, Excellence, c'est la gravité d'un homme qui promet le mariage, séduit une jeune fille puis feint de ne jamais l'avoir connue, répliqua mon père sans trembler. Un soupir lourd échappa à l'évêque, qui se tourna vers le prêtre. Antoine fixait le sol, livide. Le père Antoine nie catégoriquement, déclara l'évêque. Il prétend n'avoir jamais rencontré votre fille avant son arrivée officielle à Saint-Flour. Alors je pris la parole. Ma voix, plus ferme que je ne l'aurais cru, fendit le silence. S'il ne m'a jamais connu, comment savait-il mon nom le jour où il est entré dans la pharmacie? Comment connaissait-il déjà ma condition alors que personne ne lui en avait parlé? Le visage du prêtre se décomposa. L'évêque le scruta, soupçon muet dans les yeux. J'ai entendu des bruits, balbutia Antoine. Le village parle. Le village est petit, repris-je, la gorge serrée. Si petit qu'on savait qu'il était là bien avant son installation officielle. Si petit qu'il savait où nous nous retrouvions, dans la grotte, dans les ruines sur la route de Riom. Un silence glacial tomba. L'évêque passa son regard de moi à Antoine, dont le visage était passé de la pâleur à l'écarlate. « Père Antoine, dit-il d'une voix basse et dangereuse, avez-vous quelque chose à confesser ?» Et là, je vis l'homme que j'avais aimé s'écrouler devant moi. Celui qui m'avait juré l'éternité sous les étoiles d'Auvergne plia soudain comme un arbre brisé. Entre deux sanglots, il parla enfin. Il appela notre histoire un simple moment de faiblesse. Il raconta qu'en arrivant à Saint-Flour, il doutait de sa vocation, qu'il m'avait rencontré et avait cédé à la tentation. Chaque mot me transperçait. Pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il effaçait. Les promesses d'un avenir, les projets de mariage, les serments d'amour éternel, tout cela disparaissait dans son récit. J'étais réduite à une tentation, une erreur sur son chemin vers Dieu. L'évêque ferma les yeux comme pour chercher la voix du ciel. Puis il trancha. L'Église ne peut tolérer le scandale. Le père Antoine sera envoyé en retraite de pénitence, pour méditer et demander pardon. Il se tourna vers nous. Quant à votre fille, le diocèse offre une compensation. De l'argent pour partir ailleurs, recommencer une vie loin d'ici. Et une éducation catholique pour l'enfant quand il sera en âge. C'est plus que généreux. Mon père se leva, raide et droit malgré son corps usé par le soleil. Ma fille ne quittera pas sa terre, Excellence. Si quelqu'un doit partir, ce n'est pas elle. L'évêque se redressa, irrité. Soyez raisonnable. Pensez à son avenir, à celui de l'enfant. Ici. Ils ne connaîtront que honte et rejet. Une vie honnête, répliqua mon père. Mieux vaut la pauvreté et la vérité que tout l'or de l'Église. Nous quittâmes le presbytère sans un regard en arrière. J'étais soulagé qu'Antoine ait enfin admis, mais glacé par l'avenir qui m'attendait. Une semaine plus tard, il disparut de Saint-Flour au milieu de la nuit. Un vieux prêtre prit sa place, et on parla vaguement d'une « mission spéciale ». Certains crurent, d'autres non. Bientôt, l'affaire ne fut plus qu'un murmure, une rumeur qu'on chuchotait à la volée quand je passais dans la rue. Les mois suivants furent un désert. À mesure que mon ventre s'arrondissait, mon monde rétrécissait. Plus d'amis. Plus d'église. Plus de fêtes. Seulement notre maison, la cour où j'aidais ma mère, et les courses rapides au marché. Ma mère, d'abord dure, s'adoucit peu à peu. Un après-midi, alors que je cousais un petit drap avec des chutes de tissu, je la surpris à me regarder autrement, comme avant, quand j'étais enfant. Elle s'assit près de moi. « Ce sera un garçon ou une fille ?» demanda-t-elle. Je ne sais pas, comment le deviner? Elle esquissa un sourire timide. Le ventre pointu, c'est un garçon. Étalé, c'est une fille. Puis, hésitante, elle posa sa main sur mon ventre pour la première fois. Celui-là, c'est un garçon, dit-elle doucement. Comme quand j'attendais ton frère Joseph. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ce simple geste d'acceptation de ma mère, après tant de mois glacés, valait plus que 1000 paroles. Décembre 1962. La neige recouvrait déjà les toits de Saint-Flour quand les premières douleurs commencèrent. Une nuit sans lune, sans étoiles, seulement un ciel bas et lourd. C'est pour maintenant, déclara ma mère, prenant aussitôt le commandement. Mon père fila chercher Madame Joséphine, la sage-femme qui avait vu naître la moitié du village.
Elle arriva avec sa petite valise élimée, posa sur moi son regard expérimenté et dit « Premier enfant, ça prendra du temps. Préparons-nous. » Les heures suivantes furent un tumulte de douleur et de peur, entrecoupé d'éclairs d'espérance. À chaque contraction, j'écrasais la main calleuse de ma mère qui ne m'abandonna pas une seconde. « Courage, ma fille, murmurait-elle. C'est la croix de toute femme, mais aussi sa bénédiction. » À l'aube du 15 décembre, entre des cris qui semblaient sortir du plus profond de moi, mon fils poussa son premier souffle. Un cri puissant, vigoureux, qui fit vibrer toute la maison. « C'est tout le portrait de son père », commenta Madame Joséphine en le nettoyant, son regard me transperçant de sous-entendus. Puis elle le posa dans mes bras. Je découvris ce petit visage chiffonné, cette peau rouge, ces mains minuscules qui s'agitaient déjà comme pour repousser le monde. Et soudain, toute la honte, toute la solitude, toutes les humiliations avaient un sens. « Comment vas-tu l'appeler » demanda ma mère en penchant la tête. Le nom jaillit de mes lèvres sans que j'aie besoin d'y penser. Joseph. Comme papa. Dans la cour, mon père brûlait cigarette sur cigarette. Quand on l'appela, il entra, maladroit, étranger à cette intimité féminine. Il s'arrêta, les yeux fixés sur le petit, et son visage buriné s'adoucit comme jamais. « Je peux le prendre » demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Je lui tendis mon fils. Ses mains rudes, faites pour la terre et les chevaux, se firent soudain d'une délicatesse infinie. « Bienvenue, Joseph, murmura-t-il. Ton grand-père sera là pour toi. » À cet instant, je sus que, malgré l'avenir incertain, je n'étais pas seule. Nous avions une famille, imparfaite et cabossée, mais une famille quand même. « Il faut l'enregistrer » dit mon père en berçant encore le bébé. Joseph Dubois, fils de Marie-Claire Dubois et... Il s'interrompit, me cherchant du regard. « Fils de Marie-Claire Dubois » complétai-je fermement. Rien de plus. Je vis la compréhension passer dans ses yeux. Si Antoine avait choisi de nier, son nom ne serait jamais sur le registre. Joseph serait à moi, et seulement à ceux qui l'avaient voulu. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les nuits blanches, les langes trempées, les biberons quand mon lait ne suffisait plus. La fatigue me pesait encore. Les doutes m'accompagnaient chaque jour, et pourtant une énergie nouvelle s'était installée en moi. Ce n'était plus seulement une survie, c'était une raison d'avancer. Quand janvier arriva, la neige recouvrit les collines d'Auvergne et transforma le paysage en toile lumineuse. Tout autour de moi changeait, et je changeais aussi. Je n'étais plus la fille naïve derrière le comptoir d'une pharmacie, mais une femme, une mère décidée à bâtir un avenir pour son enfant. Joseph grandissait, indifférent aux jugements et aux humiliations que j'avais subies. Ses joues rosies par la santé, ses rires clairs emplissaient ma petite maison d'une chaleur nouvelle. Ses yeux, qui avaient d'abord été gris, prenaient une teinte verte éclatante. Chaque fois que je les regardais, j'y lisais la trace de son origine, mais au lieu de m'attrister, cette couleur me donnait du courage. Un après-midi, alors qu'il avait un mois, on frappa à ma porte. C'était Madame Joséphine, la sage-femme. Je crus d'abord qu'elle venait examiner le bébé, mais son regard allait droit au but. « Marie-Claire, j'ai besoin d'aide » dit-elle simplement. Elle m'expliqua qu'elle manquait de bras, qu'elle avait observé ma force pendant l'accouchement. « Tu as de bonnes mains. Un œil attentif. Veux-tu apprendre le métier ?» Ces mots me coupèrent presque le souffle. C'était une chance de reconstruire ma vie, de donner un sens à mes journées au-delà de la maternité, d'effleurer ce rêve ancien d'infirmière. J'acceptai aussitôt. Je lui demandai seulement « Et Joseph ?» Elle sourit « Amène le point, les femmes seront rassurées de voir que tu es aussi mère. » Alors que Saint-Flour continuait à m'exclure, une autre porte venait de s'ouvrir devant moi. C'était un chemin inattendu, mais qui deviendrait peu à peu ma véritable vocation. Les mois passaient, puis les années. Joseph grandissait comme un arbre après l'orage, solide, curieux de tout. Ses yeux verts brillaient d'une vie insatiable. Sous l'aile de Madame Joséphine, je découvrais l'art ancien des sages-femmes. Pas de manuel, pas d'école. Seulement les gestes transmis depuis des générations, appris en observant, en touchant, en écoutant les corps. « Fais confiance à tes mains, elles savent plus que ta tête », répétait-elle inlassablement. En 1965, Joseph avait 3 ans et j'avais déjà aidé 10 enfants à voir le jour. Je me souviens de la première naissance, une jeune fille de 15 ans, abandonnée par un cousin parti à Lyon. En elle, je revis mon propre désespoir, mais j'étais désormais de l'autre côté, soutenant au lieu de sombrer. « Respire, pousse, tu y arrives » murmurai-je en serrant ses mains tremblantes. Quand le cri du nouveau-né fendit le silence de l'aube, une vague d'émotion m'envahit. Madame Joséphine rangeait ses instruments et dit simplement «
Tu as bien travaillé, Marie-Claire. De sa bouche, si avare de compliments, ces mots avaient plus de valeur qu'un diplôme. Mon apprentissage de sage-femme ne rapportait presque rien. Souvent, on me remerciait avec un sac de farine, quelques œufs, parfois un poulet. Cela suffisait pourtant à compléter les quelques sous gagnés avec mes coutures, et l'apport de mon père qui revenait des champs. Joseph n'a jamais connu la faim. Ses habits étaient rapiécés, mais toujours propres. Peu à peu, presque sans que je m'en rende compte, le regard du village changea. Les grandes familles gardaient leurs portes closes. Les invitations aux noces ou aux fêtes ne nous atteignaient pas. Certaines femmes détournaient encore le regard en me croisant. Mais d'autres, celles que j'avais soutenues dans leur douleur, commençaient à m'offrir un salut, un mot bref, parfois même une défense contre les commérages. Marie-Claire a des mains bénies, entendis-je un jour au marché. C'était Madame Catherine, l'épouse du boucher. Elle racontait comment j'avais sauvé son petit Charles, étranglé par le cordon. Ces petites victoires, jour après jour, bâtissaient pour moi une place nouvelle. Non plus la fille égarée. Non plus la mère solitaire. Mais Marie-Claire, la sage-femme. Quelqu'un qui comptait. Quand Joseph eut 4 ans, une nouvelle inquiétude me saisit. Il fallait songer à l'école. La seule classe du village était loin, et je craignais les moqueries. Ils l'appelleront fils de personne, murmurai-je un soir à ma mère, en écossant des haricots dans la cour. Elle me regarda avec tendresse. L'amour qu'elle portait à son petit-fils avait depuis longtemps adouci sa sévérité. Tu as raison d'avoir peur, dit-elle doucement. Mais s'il ne va pas à l'école, que deviendra-t-il? Veux-tu qu'il grandisse comme nous, à peine capable d'écrire son nom? La solution vint d'ailleurs. Monsieur Marcel, le marchand de tissus venu de Lyon, commença à m'apporter des livres pour enfants. Avec ces trésors, j'appris à Joseph ses premières lettres. Assis sous le tilleul, il répétait après moi, maison, chat, maman. Un après-midi, alors que Joseph déchiffrait son abécédaire, une silhouette se présenta au portail. C'était Madame Dumont, l'ancienne institutrice de ma génération. Je suis venue voir le garçon aux yeux verts dont tout le monde parle, dit-elle sans détour. Joseph, d'ordinaire si timide, se leva, serra sa petite main et déclara avec sérieux. « Bonjour, Madame la maîtresse. Voulez-vous entendre mes lettres ?» Elle sourit et prit le livre. Joseph récita l'alphabet sans hésiter. Puis il lut, difficilement mais avec fierté, les mots que je lui avais appris. Lorsqu'il eut fini, il la regarda anxieusement, comme s'il attendait un verdict. « Très bien, Joseph. Très bien, dit-elle enfin. Puis ses yeux se tournèrent vers moi. Qui lui a appris ? Rougissante, je répondis, moi, avec ce dont je me souviens, et les livres que Monsieur Marcel m'apporte. Elle m'observa longuement, puis dit d'une voix grave. Je suis vieille, Marie-Claire. Mes yeux me trahissent. Mes mains tremblent. Mais je sais encore enseigner. Elle fit une pause. J'ai une petite salle derrière ma maison. Quelques enfants viennent y apprendre, quand leurs parents peuvent payer. Ton fils a du potentiel. Tais-toi aussi. Son regard se planta dans le mien. Voici mon offre, tu m'aides. Tu écris au tableau, tu corriges les cahiers. En échange, Joseph étudie gratuitement, et toi, tu apprends enfin ce que tu n'as jamais pu. La proposition me coupa le souffle. Je restai muette quelques secondes. Joseph, sentant mon hésitation, tira doucement ma jupe. Je veux y aller, maman. Je veux apprendre encore plus. Dès le lendemain, une nouvelle étape commença pour nous. Le matin, Joseph s'asseyait avec les autres enfants, fils de commerçants et du pharmacien qui m'avait remplacé. L'après-midi, c'était mon tour de prendre place sur le banc d'école. Je retrouvais ce que j'avais perdu quand j'avais dû quitter la classe pour travailler à la pharmacie. Tu as l'esprit vif pour les nombres, remarqua Madame Dumont un jour. Elle m'avait vu résoudre un problème de mathématiques sans hésiter. Et tu écris mieux que bien d'autres pourtant plus instruits que toi. Ces mots, venant d'une femme respectée, furent un baume sur mes vieilles blessures. Au début, certaines mères n'aimaient pas nous voir, Joseph et moi, dans cette salle. Mais les résultats de mon fils parlaient pour lui. Très vite, il dépassa les autres. Il dévorait les livres. Ses devoirs laissaient même Madame Dumont sans voix. D'où vient donc cette intelligence ? Demanda Catherine au portail, un après-midi. Avant que je réponde, une autre mère, d'ordinaire si froide, répondit à ma place. De sa mère ? Évidemment. Regardez comme elle aide Madame Dumont. Elle a la tête bien faite. Jamais je n'aurais osé espérer un tel compliment. Joseph grandissait, en taille et en caractère. Un garçon calme, observateur, d'une maturité qui surprenait tout le monde. À 6 ans, il m'accompagnait déjà en visite, portant ma petite valise d'herbes et d'instruments. Ce garçon sera médecin.
prophétisa Madame Joséphine en le voyant aligner les fioles avec soin, notant le nom de chaque plante de son écriture enfantine. Que le fils d'une mère seule de Saint-Flour devienne médecin semblait irréel, presque une chimère. Mais au fond de moi, j'osais déjà nourrir ce rêve. En 1969, notre routine fut brisée. Madame Joséphine, qui approchait des 80 ans, tomba malade. Une toux banale se transforma vite en pneumonie sévère. La femme qui avait mis au monde plus d'un millier d'enfants se retrouva clouée au lit, respirant avec peine. Marie-Claire, m'appela-t-elle d'une voix brisée quand je vins lui rendre visite. Approche. Je m'assis près d'elle. Son visage jaunâtre se détachait sur la blancheur des draps. Je pars bientôt, dit-elle sans détour. Mais je ne peux pas m'en aller sans mettre mes affaires en ordre. D'un geste tremblant, elle désigna une vieille valise en cuir posée au pied du lit. Je la pris, la posai devant elle. Ouvre, ordonna-t-elle. Dans la valise reposaient les instruments de la sage-femme, ciseaux polis par les années, pinces bien rangées, un vieux stéthoscope au cuir craquelé, plusieurs flacons d'herbes médicinales, et un carnet usé aux pages griffonnées d'une écriture tremblante. Tout ceci t'appartient désormais, murmura-t-elle avec gravité. Tu es maintenant la sage-femme de Saint-Flour, la seule. Je restai figée, avalant difficilement, sentant le poids immense de cette responsabilité se poser sur mes épaules. Mais Madame Joséphine, il me reste tant à apprendre, fis-je valser mes doutes dans ma voix. Elle secoua la tête, impatiente malgré son état, comme si la fin de sa vie n'avait aucune emprise sur sa fermeté. Bêtise, tu connais déjà l'essentiel, le reste viendra avec le temps. Souviens-toi simplement, fais confiance à tes mains. Quelques jours plus tard, Madame Joséphine s'éteignit, aussi discrètement qu'elle avait traversé le monde. Ses funérailles rassemblèrent presque tout le village. Hommes, femmes et enfants se pressaient autour du cercueil de celle qui avait mis tant de vie au monde. Le père Clément, successeur d'Antoine, célébra une messe émouvante où il loua le dévouement de la sage-femme envers la communauté. Je me tenais près du cercueil, serrant la main de Joseph, lorsque le maire Alençon s'avança vers nous. « Madame Marie-Claire », dit-il d'une voix solennelle, utilisant ce « madame » qui jusqu'alors n'avait jamais été associé à mon nom. Il faut que nous parlions de la question des sages-femmes dans notre village. Avec le départ de Madame Joséphine, nous nous retrouvons sans personne pour ce rôle. En réalité, monsieur le maire, répondis-je, une confiance nouvelle vibrant dans ma voix, nourrie par ces dernières années. Madame Joséphine m'a formée pendant des années. Je suis sage-femme depuis longtemps. Un léger soulagement traversa son visage, mêlé à une surprise discrète. Dans ce cas, je pense qu'il faut officialiser votre rôle. Et la mairie peut offrir une petite subvention pour la sage-femme du village. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un soutien. Cette conversation, au milieu du deuil pour celle qui m'avait offert une nouvelle chance, c'est là un tournant décisif dans ma vie. Le lendemain, mon nom fut inscrit officiellement dans les registres de la mairie, Marie-Claire Dubois, sage-femme. Pour la première fois depuis la naissance de Joseph, je possédais une reconnaissance officielle, une place dans la société au-delà des marges. L'année 1970 apporta des transformations notables dans nos vies. Avec le petit salaire de la mairie, ajouté aux gains issus des accouchements et des cours que je donnais avec Madame Dumont, j'avais pu épargner un peu d'argent. Nous entreprîmes une rénovation modeste de notre maison, construisant une pièce supplémentaire qui devint mon cabinet de sage-femme. Nous peignîmes les murs en blanc et plaçâmes devant la maison une enseigne simple, Marie-Claire Dubois, sage-femme, service jour et nuit. Joseph, désormais âgé de 6 ans, était déjà reconnu à l'école municipale comme l'un des meilleurs élèves de sa classe. Son intelligence vive et sa curiosité insatiable le distinguaient nettement parmi ses camarades. Les professeurs, d'abord réticents envers le fils d'une mère célibataire, le considéraient désormais comme un exemple. « Ton fils a un avenir prometteur, Marie-Claire », me dit un jour la directrice. « Vous devriez songer à l'envoyer à Clermont-Ferrand pour continuer ses études. Ici, nous n'avons pas de collège, ce serait dommage de gaspiller tant de potentiel. » L'idée d'éloigner Joseph me terrifiait, mais je comprenais que c'était le seul moyen pour lui de réaliser son talent. Je redoublais d'efforts pour économiser chaque centime, vendant davantage de couture, assistant à plus d'accouchements, donnant des cours particuliers aux adultes désireux d'apprendre à lire. Alors que la France traversait les années post-mai 68, marquées par de profonds changements sociaux, notre vie à Saint-Flour suivait son propre rythme. La télévision fit son entrée au village, apportant des images d'un monde lointain et fascinant. Joseph était captivé par les programmes éducatifs, absorbant chaque information comme une éponge assoiffée de savoir. Un après-midi de mai, je fus appelé en urgence pour assister à un accouchement difficile.
Nadine, la jeune épouse du nouveau directeur de la banque, était en travail depuis plus de 12 heures et le bébé ne descendait pas. Sa mère, désespérée, m'informa que le médecin de Clermont-Ferrand avait été appelé, mais que la route était impraticable à cause des pluies. Il était incertain qu'il arrive à temps. J'évaluai la situation avec calme, analysant chaque détail que Madame Joséphine m'avait enseigné. La position du bébé compliquait l'accouchement, une épaule était bloquée et empêchait toute progression normale. Je vais tenter une manœuvre, annonçai-je, ma voix maîtrisant la nervosité qui me parcourait intérieurement. J'ai besoin que tout le monde quitte la pièce, sauf une personne pour m'assister. Mes mains, guidées plus par l'instinct que par la théorie, réussirent à repositionner l'enfant. Peu après, un garçon vigoureux naquit, criant de toutes ses forces. Lorsque tout fut remis en ordre, que la mère et l'enfant étaient hors de danger, le médecin arriva enfin. Le docteur Martin, formé à Paris, était réputé pour son mépris envers les sages-femmes, qu'il considérait souvent comme superstitieuses et imprudentes. Il entra dans la chambre avec une assurance autoritaire, prêt à reprendre le contrôle. « Je vois que l'enfant est déjà né », commenta-t-il, examinant rapidement la mère et le nouveau-né. Puis, se tournant vers moi, « Y a-t-il eu des complications ?» Dystocie de l'épaule, répondis-je avec calme, utilisant le terme technique que j'avais appris dans les livres d'obstétrique que j'achetais chaque fois que M. Marcel passait par Lyon. J'ai employé la manœuvre de Mac Roberts. La surprise se peignit sur son visage. « Une sage-femme de campagne connaît la manœuvre de Mac Roberts ?» demanda-t-il, incrédule. « Dans les livres, docteur, et dans la pratique, j'ai 9 ans d'expérience, répondis-je. Son regard changea, mêlant respect retenu et curiosité. « Intéressant, murmura-t-il avant d'examiner plus attentivement la mère et l'enfant. Lorsque tout fut terminé, il m'invita à prendre un café dans la cuisine de la maison. À ma grande surprise, il proposa un partenariat. Je ne viens à Saint-Flour qu'une fois par semaine, et le village a besoin de soins quotidiens. Vous possédez des connaissances et de l'expérience. Nous pourrions travailler ensemble. Vous vous occupez des cas de routine, des accouchements normaux, et vous m'appelez quand il y a des complications. » Cette proposition représentait une reconnaissance que je n'avais jamais espérée. Un médecin diplômé reconnaissait ma valeur en tant que professionnel de santé. Au-delà de cela, c'était une occasion d'apprendre davantage, d'élargir mes compétences au-delà de ce que les livres et l'expérience m'avaient enseigné. « J'accepte, docteur, dis-je sans hésiter, mais j'ai une condition. » Il haussa un sourcil, surpris par mon audace. « Laquelle ?» demanda-t-il. « Je veux que vous m'enseigniez, que vous m'expliquiez vos gestes et vos décisions. Je veux apprendre la véritable médecine, docteur Martin. » Le docteur Martin éclata de rire, un rire sincère empreint d'admiration. « Vous savez, Madame Marie-Claire, vous auriez pu devenir une excellente médecin, dit-il calmement. Les circonstances ont fait de moi ce que je suis, docteur, répondis-je, l'interrompant doucement. Et je n'ai aucun regret. Je rentrai chez moi ce soir-là avec un sentiment de victoire silencieuse. Joseph m'attendait, éveillé, ses yeux verts pleins d'inquiétude et de curiosité. « Tout s'est bien passé, maman ?» demanda-t-il doucement. « Oui, mon fils, tout s'est bien déroulé, lui répondis-je en caressant ses cheveux. Et tu sais quoi ? Je crois que nous avons enfin trouvé notre chemin. » Il me sourit, et ce sourire illuminait non seulement son visage, mais toute notre petite maison, tout notre quotidien que nous avions construit avec ténacité et patience. « J'ai toujours su que tu y arriverais, maman, murmura-t-il avec une sagesse qui semblait bien au-delà de ses ans. Tu trouves toujours un moyen. Et c'était vrai. D'une manière ou d'une autre, malgré tous les obstacles, tous les regards de mépris et toutes les portes fermées, j'avais trouvé ma voie. Ce n'était pas celle que j'avais imaginée. Jeune fille rêvant de la pharmacie et économisant pour devenir infirmière, mais c'était un chemin tout aussi précieux. Un chemin construit à force de travail acharné, de résilience et, par-dessus tout, d'amour pour mon fils, pour mon métier, pour cette vie que nous avions forgée à partir des cendres d'un rêve brisé. Cette nuit-là, allongée dans mon lit simple, je repensais au parcours depuis cet après-midi fatidique à l'église, lorsque j'avais aperçu Antoine en soutane à l'autel. Le chemin avait été semé d'embûches, mais il avait également révélé des fleurs inattendues, surgissant dans les recoins les plus improbables. Chaque pas, chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire m'avait transformé. Je n'étais plus une victime, ni une paria, mais Marie-Claire, la sage-femme de Saint-Flour, mère de Joseph, une femme qui avait conquis sa place dans le monde par ses propres mains. Les années s'écoulèrent, rapides comme les nuages poussés par le vent d'Auvergne. Joseph grandissait fort, intelligent et déterminé. En 1974, à l'âge de 12 ans, il obtint une bourse pour le lycée des Jésuites à Clermont-Ferrand.
C'était une opportunité qui nous coûtait des larmes à tous les deux, mais impossible à refuser. Je reviendrai tous les week-ends, maman, promit-il, serrant mes mains avec force avant de monter dans le bus qui l'emmènerait vers la ville. Et j'étudierai tellement que tu seras fier de moi. Je suis déjà fier, mon fils, lui dis-je, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler dans cette petite gare improvisée de Saint-Flour. Plus que tu ne peux l'imaginer. Le bus de la compagnie Auvergne arriva, soulevant un nuage de poussière. Joseph m'embrassa une dernière fois, prit sa valise en carton contenant quelques vêtements, quelques livres et la médaille de Saint-Joseph que mon père avait tenue à ce qu'il emporte pour sa protection. Le voir partir fit naître en moi une douleur intense, comme si un morceau de moi-même s'en allait. Même en sachant que c'était le meilleur choix pour son avenir, cette séparation faisait encore mal, laissant une blessure invisible. Je rentrai à la maison, soutenue par mon père qui comprenait ma peine sans mots. « Il reviendra, ma fille, dit-il simplement. Et quand il reviendra, il sera encore meilleur. » Et il avait raison. Joseph revenait presque tous les week-ends, apportant avec lui des histoires de la grande ville, des livres empruntés à la bibliothèque du lycée et des notes dont nous pouvions tous être fiers. Pendant 3 ans, ce fut notre routine, l'attente anxieuse du vendredi, les week-ends remplis de rires et de conversations, et l'adieu douloureux à l'aube du lundi. En 1977, un changement inattendu bouleversa notre quotidien. Le docteur Martin, avec qui je collaborais depuis des années, reçut une invitation pour diriger un hôpital à Clermont-Ferrand. ChatGPT. Avant de partir, le docteur Martin m'avait demandé à parler en privé. « Madame Marie-Claire, commença-t-il. Utilisant le titre de respect que la communauté m'avait reconnu depuis des années, j'ai suivi votre travail de près pendant toutes ces années. Votre dévouement, votre savoir-faire et votre habileté avec les patientes sont remarquables. » Je le remerciai, un peu gêné par ces compliments inhabituels, sentant à la fois fierté et modestie se mêler. « À Clermont-Ferrand, il y a un projet, continua-t-il. Un centre de santé maternelle dans le quartier de la Gutière. C'est un quartier pauvre, avec de nombreuses femmes enceintes qui n'ont pas d'accompagnement adéquat. Il cherche quelqu'un avec votre expérience pour coordonner les soins. » Je l'écoutais, un peu perdu, essayant de comprendre la portée de sa proposition. « J'ai recommandé votre nom, madame. Le salaire est supérieur à ce que vous gagnez ici et, surtout, vous seriez près de Joseph. » Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Quitter Saint-Flour, mon village, mon foyer, là où j'avais construit ma réputation et où je connaissais chaque ruelle, chaque famille, était une idée terrifiante. « Je dois y réfléchir, docteur, répondis-je honnêtement. J'ai des racines ici et mes parents sont âgés. »« Je comprends parfaitement, dit-il. Mais considérez-le attentivement. Des talents comme les vôtres sont rares et pourraient apporter beaucoup à ces femmes dans la ville. » Après une courte pause, il ajouta doucement, « Et Joseph grandit. Bientôt. Il voudra poursuivre des études supérieures à Clermont-Ferrand. Là-bas, les opportunités seront bien plus nombreuses. » Je passai des semaines à peser le pour et le contre. Joseph, lorsqu'il apprit la nouvelle, fut partagé entre l'excitation de m'avoir plus près de lui et l'inquiétude pour ses grands-parents. Mes parents, après toutes ces années, montrèrent un détachement qui me fit verser des larmes. Ma mère, adoucie par le temps, se contenta de dire « Nous avons déjà perdu ta jeunesse à cause de nos préjugés. Nous ne perdrons pas ta vie adulte à cause de notre vieillesse. » En janvier, nous emballâmes le peu que nous possédions et déménageâmes à Clermont-Ferrand. Le centre de santé maternelle de la Gutière était installé dans une vieille maison rénovée, peinte en bleu clair, avec une simple plaque indiquant ses services. Les femmes qui y venaient provenaient de quartiers périphériques pauvres, cachés derrière l'image touristique de la ville. Au début, je faisais face à une certaine résistance. J'étais vue comme une étrangère venue de la campagne, sans diplôme considéré comme essentiel par beaucoup. Mais mes mains, ayant mis au monde des centaines d'enfants à Saint-Flour, ne perdirent rien de leur savoir-faire à Clermont-Ferrand. Peu à peu, je gagnai la confiance des patientes, des médecins et des infirmières qui m'entouraient. Joseph, à 16 ans, s'épanouissait dans la ville. Il termina le collège avec d'excellentes notes et fut accepté au lycée Blaise Pascal, le plus réputé de Clermont-Ferrand. Notre petit appartement dans le quartier Saint-Jacques, bien que modeste, devint un véritable nid de rêves et de possibilités. En 1979, lorsque Joseph eut 16 ans, le passé frappa à notre porte. Un après-midi de juin, alors que je rentrais après une journée éprouvante au centre, je le trouvai assis à la table de la cuisine, le visage sérieux, déjà marqué par les traits de l'homme qu'il deviendrait. « Nous devons parler, maman, dit-il en désignant la chaise en face de lui. Je m'assis, le cœur battant, pressentant que quelque chose d'important allait être révélé. « Un homme est venu me chercher aujourd'hui au lycée, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Il a dit,
Il a dit qu'il est mon père. Le monde sembla s'arrêter un instant. Le bruit de la pluie sur les tuiles, les klaxons au loin, l'odeur des haricots sur le feu, tout s'effaça, ne laissant que ces mots résonner dans mes oreilles. Comment t'a-t-il trouvé, réussis-je à demander. Il a vu mon nom dans le journal, dans un article sur les finalistes de l'Olympiade de mathématiques. Et elle a reconnu mon nom de famille et mes yeux. Joseph toucha son visage, réalisant pour la première fois la ressemblance qui avait toujours existé. Il me cherche depuis des années, dit-il. Une partie de moi voulait crier, nier, protéger mon fils de cet homme qui nous avait abandonnés. Mais une autre partie savait que ce moment finirait par arriver. Joseph avait le droit de connaître ses origines et de faire ses propres choix concernant son père. Que voulait-il ? Demandai-je, la voix tremblante. Parler, me connaître, expliquer, répondit Joseph. Il hésita, visiblement mal à l'aise. Il veut expliquer pourquoi il nous a laissés, murmura Joseph. Le silence qui suivit était lourd. Chargé d'années de questions restées sans réponse, d'explications jamais données, de blessures anciennes que l'on croyait refermées. Puis Joseph me tendit un papier plié avec soin. Il habite ici, à Clermont-Ferrand maintenant, dit-il. Il aimerait nous voir, tous les deux. Je pris le papier comme on attrape une braise brûlante. L'écriture me semblait familière, reconnaissable, celle qui autrefois griffonnait des billets d'amour, traçait mon nom avec des arabesques et me promettait monts et merveilles sous les étoiles de Saint-Flour. Tu veux y aller ? Demandai-je, rendant le papier sans en lire l'adresse. Joseph leva les yeux vers moi, ses yeux verts, les mêmes que ceux de son père, remplis d'une curiosité mêlée d'appréhension. Seulement si tu viens avec moi, répondit-il enfin. Je ne veux rien faire qui te blesse, maman. À ce moment, je l'aimais encore plus, si c'était possible. Sa loyauté, sa délicatesse envers mes sentiments, même face à la perspective de rencontrer l'homme qu'il n'avait jamais connu, révélaient déjà l'homme qu'il devenait, forgé en grande partie par l'éducation que je lui avais donnée. J'ai besoin de temps pour réfléchir, répondis-je honnêtement. Ce n'est pas une décision facile. Il acquiesça, compréhensif, et se pencha pour m'embrasser. Je sentis son corps, désormais plus grand que le mien, m'envelopper avec tendresse. Pendant des années, c'était moi qui le protégeais contre le monde. Maintenant, d'une certaine manière, les rôles commençaient à s'inverser. Cette nuit-là, je restais éveillée, replongeant dans des souvenirs que j'avais rangés dans un coin obscur de mon esprit. Le jeune séminariste aux yeux verts qui me courtisait à la pharmacie, nos rencontres secrètes dans la grotte, les promesses faites et brisées, la découverte brutale de sa véritable identité, la négation, l'offre d'argent pour tout régler, le départ précipité loin de Saint-Flour. Pendant des années, j'avais nourri une rancune qui me soutenait dans les moments les plus difficiles. Mais cette nuit, je réalisai que cette rancune s'était lentement transformée. Pas en pardon exactement, mais en une forme d'indifférence. L'homme du passé était devenu une silhouette floue, moins réelle que le fils que j'avais élevé, moins tangible que la vie que j'avais construite. Le lendemain matin, je pris ma décision. Nous irons le voir, dis-je à Joseph pendant le petit déjeuner. Dimanche. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Colère, curiosité, peur, une nervosité étrange que je n'arrivais pas à nommer. Je choisis avec soin ma tenue. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais assez pour montrer que j'étais devenue une femme confiante, accomplie. Je voulais qu'il voie que nous avions survécu, que nous avions prospéré sans lui. L'adresse nous mena à une résidence de classe moyenne dans le quartier de Montferrand, un secteur arboré de Clermont-Ferrand. Ce n'était pas luxueux, mais confortable. Un gardien nous annonça et, après quelques minutes d'attente tendue, nous fûmes autorisés à monter. Au 2e étage, devant l'appartement 202, nous nous arrêtâmes. Joseph me regarda, cherchant mon approbation. Je hochai la tête et il sonna à la porte. La porte s'ouvrit, et il se tenait là. Le temps avait été impitoyable avec Antoine. Ses cheveux autrefois sombres étaient désormais gris et clairsemés. Le visage qui, jadis, faisait battre mon cœur, était marqué par de profondes rides, surtout autour des yeux. Pourtant, ces mêmes yeux verts me regardaient encore, mêlant surprise et un regret palpable. « Marie-Claire » dit-il d'une voix rauque, si différente de celle, douce et mélodieuse, qui récitait Paul et Loire sous les étoiles. Il prononça le nom de Joseph avec une révérence presque religieuse, comme si c'était une prière. « Pouvons-nous entrer » intervint Joseph, rompant le silence pesant. Antoine s'écarta, nous laissant passer. L'appartement était simple mais ordonné. Une bibliothèque remplissait tout un mur, regorgeant de livres soigneusement rangés. Aucun symbole religieux n'était visible, ce qui me surprit légèrement.
Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il en désignant le canapé, tandis qu'il s'installait dans un fauteuil usé. Voulez-vous un café? De l'eau? Nous sommes bien, répondis-je sèchement. Je ne suis pas venu pour une visite sociale. Un nouveau silence inconfortable s'installa. Cette fois, c'est Joseph qui le brisa avec courage. Vous avez dit que vous vouliez nous voir? Vous expliquez point, nous sommes ici. Sa voix ferme me remplit de fierté. Mon fils affrontait l'homme qui n'avait jamais été un père avec une dignité que je n'étais pas sûr de posséder moi-même. Antoine acquiesça lentement, rassemblant visiblement son courage. D'abord, vous devez savoir, j'ai quitté la soutane quelques années après Saint-Flour. Je fus surprise. J'avais toujours imaginé qu'il avait poursuivi sa carrière dans l'Église, peut-être gravi les échelons jusqu'à des postes influents. Pourquoi? Demanda Joseph direct. Antoine inspira profondément. Parce que je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité, avec l'hypocrisie. Il me regarda droit dans les yeux. Avec ce que je t'ai fait, Marie-Claire, et à ton fils. Ton fils, répliquai-je, l'amertume échappant à mes lèvres malgré moi. Depuis quand est-il ton fils? Quand a-t-il eu besoin d'un père? Où étais-tu? Tu as raison, murmura-t-il, la tête baissée. Je n'ai pas le droit de l'appeler ainsi. Gilles n'est pas été un père, pas un seul jour. Pourquoi nous cherchez-vous maintenant? Demanda Joseph, d'une voix calme mais ferme. Après un moment de silence, Antoine se leva. Il alla vers l'étagère et revint avec une coupure de journal, jaunie par le temps. J'ai trouvé ceci il y a quelques années, dit-il. Une petite note sur une sage-femme de Saint-Flour invitée à coordonner un centre de santé à Clermont-Ferrand. Il tendit la coupure à Joseph, qui me la passa. Je la pris avec précaution. C'était la première fois que je comprenais comment il nous avait cherchés. J'ai essayé de vous trouver, mais sans succès, jusqu'à ce que je voie ton nom dans le journal, Joseph. Ton nom complet, Dubois, et la photo. Sa voix se brisa légèrement. Tu as mes yeux. La coupure tremblait entre mes mains. Datant de 1978, elle annonçait mon embauche au centre de santé maternelle, un article minuscule que personne ne lit jamais. Et que veux-tu de nous maintenant? Demandai-je, lui rendant la coupure. Rien, répondit-il promptement. Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je voulais juste que vous sachiez que je regrette, qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas au mal que j'ai causé. Et je voulais que vous sachiez ce qui s'est passé après mon départ de Saint-Flour. Joseph acquiesça silencieusement, lui offrant la permission de continuer. J'ai été envoyé dans un monastère en Ardèche. On m'avait présenté cela comme un temps de réflexion, mais en vérité, c'était un exil. Le diocèse voulait faire taire le scandale, m'écarter jusqu'à ce que tout soit effacé. Il fit une pause, comme si remuer ses souvenirs lui coûtait. Au monastère, j'ai fini par me retrouver face à la vérité. Je n'étais pas digne du sacerdoce, non seulement pour ce que je t'avais fait, Marie-Claire, mais aussi pour ma lâcheté, mes dénégations, mon abandon. Il passa une main dans ses cheveux gris, geste las. 6 mois plus tard, j'ai quitté les ordres. L'Église n'a pas apprécié. En réalité, j'ai été presque expulsé, sans référence, sans appui. Je suis revenu à Paris et j'ai dû tout reconstruire. J'ai d'abord enseigné la littérature dans des cours du soir, puis j'ai travaillé dans une maison d'édition. Vous vous êtes marié? Demanda Joseph, posant la question que moi-même je n'osais formuler. Antoine secoua la tête. Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle est morte il y a 3 ans. Un cancer. Après cela, j'ai demandé un transfert à Clermont-Ferrand, dans la filiale locale de la maison d'édition. Je crois qu'au fond de moi, j'espérais vous retrouver un jour. Je le regardais, cet homme si différent du jeune séducteur qui m'avait laissé derrière, et je me rendais compte que ma colère s'était éteinte. Ce que je ressentais désormais était plus complexe, un mélange de pitié et une curieuse impression d'aboutissement, comme si un cercle se fermait enfin. Tu viens de dire que tu n'as pas le droit de demander quoi que ce soit, dis-je, la voix plus posée. Mais tu demandes quand même, n'est-ce pas? Tu demandes pardon. Il me fixa, les yeux brillants de larmes contenues. Oh oui, j'y demande pas pour moi, je ne mérite pas la paix que cela apporterait mais pour vous pour que vous puissiez avancer sans ce poids de rancune. Joseph, jusque-là silencieux, prit la parole d'une voix ferme mais douce. J'ai grandi sans père, mais jamais sans amour. Et ma mère a été père et mère à la fois, et elle l'a fait mieux que beaucoup qui ont les deux. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais ressenti ton absence, que je ne me suis jamais demandé où tu étais ni pourquoi tu ne me voulais pas. Mais il ne m'a manqué rien d'essentiel. Il se tourna vers moi et m'adressa un sourire tendre. J'ai eu sous les yeux un exemple de force, de dignité, de persévérance. Les larmes que j'avais retenues pendant toute la conversation finirent par couler sur mes joues. Joseph continua, la voix légèrement tremblante.
Je ne sais pas si je pourrai t'appeler père un jour. Je ne sais pas si nous aurons une relation à partir de maintenant. Cela dépendra du temps et de l'évolution des choses. Mais je peux offrir une chance. Un nouveau commencement. Antoine ne put retenir ses propres larmes. C'est plus que je ne mérite, bien plus. Joseph tendit la main. Après une brève hésitation, Antoine la serra. Ce n'était ni une réconciliation ni un « ils vécurent heureux pour toujours ». C'était simplement un début, un pas timide vers quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait prévoir. Quand nous quittâmes l'appartement, près de 2 heures plus tard, je me sentais étrangement légère. Je n'avais pas totalement pardonné. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir complètement. Mais j'avais laissé s'envoler une part de la rancune que je portais depuis si longtemps. Une rancune qui, je le comprenais, ne blessait au fond que moi-même. « Tu vas bien, maman ?» demanda Joseph alors que nous marchions vers l'arrêt de bus. « Je vais bien, mon fils, mieux que je ne l'aurais cru. Tu crois qu'on devrait le revoir ?» Je pris un instant avant de répondre. « Cela dépend de toi, Joseph. Il est ton père biologique et tu as le droit de le connaître si tu en as envie. Je ne m'y opposerai pas. » Joseph passa un bras autour de mes épaules, un geste protecteur qui me touchait toujours, même maintenant qu'il avait tant grandi. « Tu es et tu resteras ma seule vraie famille, maman. Toute autre personne ne sera qu'un ajout, jamais un substitut. » J'appuyais ma tête contre son épaule tandis que nous attendions le bus. Le soleil de Clermont-Ferrand descendait lentement, teintant le ciel de nuances d'orange et de violet. C'était magnifique, pensais-je, comme la vie pouvait être belle, même après tant de tempêtes. Dans les mois qui suivirent, Joseph rencontra Antoine à quelques occasions. Des conversations prudentes, des échanges mesurés, des découvertes mutuelles. Une relation fragile mais qui se consolidait petit à petit, gagnant en force à chaque rencontre. Je les accompagnais parfois, non par désir de revivre le passé, mais pour soutenir Joseph. Lors d'une de ces visites, Antoine me tendit une petite boîte enveloppée d'un papier simple. « J'ai gardé cela toutes ces années, dit-il sans me regarder. Je pensais que cela devait te revenir. » À la maison, j'ouvris la boîte seule. À l'intérieur se trouvait un petit recueil de poèmes de Pollard, le même qu'il me lisait dans la grotte de la montagne, lors de nos nuits d'amour juvéniles. Entre les pages, un billet jauni par le temps. « Marie-Claire, pardonne-moi mes erreurs. J'espère qu'un jour tu comprendras que ce qui s'est passé entre nous, bien qu'interdit, était réel. Je t'ai aimé, Antoine. » La date était de 1962, quelques jours après son départ précipité de Saint-Flour. Un billet jamais envoyé, une vérité jamais dite, un regret arrivant des décennies trop tard. Je plaçai le livre sur l'étagère du salon, à côté des photos de Joseph grandissant, des souvenirs de mes parents et des certificats obtenus au fil de ma carrière de sage-femme. Ce n'était ni un pardon total ni une réconciliation complète. C'était simplement la reconnaissance que ce chapitre douloureux faisait partie de mon histoire. Une histoire que, malgré tout, j'avais écrite avec dignité et courage. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à cette relation tardive entre père et fils. Je ne sais pas si Antoine pourra un jour rattraper les années perdues ni si Joseph pourra l'appeler père sans réserve. Ce que je sais, c'est que le cycle s'était enfin refermé. La jeune fille amoureuse à la pharmacie, le prêtre qui l'avait abandonnée, le fils qui avait grandi sans père, tous avaient trouvé une forme de paix. Et moi, Marie-Claire Dubois, sage-femme de Saint-Flour, mère célibataire ayant défié les préjugés de mon époque et de ma société, j'ai découvert que la plus grande rédemption ne venait pas du pardon reçu ou accordé, mais de l'amour inconditionnel. Un amour que j'ai consacré à mon fils et à mon travail, un amour qui, contre toute probabilité, avait construit une vie pleine de sens et de dignité à partir des cendres de rêves brisés et de promesses non tenues. Aujourd'hui, à 81 ans, en regardant en arrière, je ne peux imaginer une vie différente. Chaque larme, chaque porte fermée, chaque obstacle surmonté a façonné celle que je suis devenue. Et si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien. Pas même cet après-midi à la pharmacie où un jeune homme aux yeux verts entra pour un simple remède et changea pour toujours le cours de mon existence. Car c'est à ce moment précis, sans que je le sache, que commença le voyage qui m'a mené au plus grand amour de ma vie, mon fils Joseph. Chaque obstacle surmonté, chaque épreuve affrontée, chaque victoire humble mais réelle avait donné un sens profond à ma vie. J'avais appris que l'amour inconditionnel, donné et reçu, pouvait transformer même les cendres des rêves brisés en un héritage de dignité et de courage. Un amour qui, contre toute probabilité, a construit une vie pleine de sens et de dignité à partir des cendres de rêves brisés et de promesses non tenues. Aujourd'hui, à 81 ans, en regardant en arrière, je ne peux imaginer une vie différente. Chaque larme versée, chaque porte fermée, chaque obstacle surmonté a façonné la personne que je suis devenue.
Si je pouvais remonter le temps, je ne changerais rien, pas même cet après-midi à la pharmacie, quand un jeune homme aux yeux verts est entré pour demander un remède contre un mal de tête et a changé à jamais le cours de mon existence. Car c'est à ce moment précis, sans que je puisse l'imaginer, qu'a commencé le voyage qui me mènerait au plus grand amour de ma vie, mon fils, Joseph. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère et de liker cette vidéo. J'aimerais aussi savoir d'où vous nous regardez, alors laissez un commentaire pour me le dire. Chaque témoignage, tout comme le mien, mérite d'être partagé, car c'est ainsi que nous préservons la mémoire et les leçons du passé. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle histoire de vie.